Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à tous et toutes dans les podcasts audio de l'Université ouverte de Versailles, anciennement Université Interage. Pour cette 7e édition des podcasts de l'UOV, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir la conférence « La vie intellectuelle de la France au début du XIVe siècle », extraite du cycle « La France au temps de Philippe IV le Bel ». Celle-ci s'était tenue dans l'auditorium de l'Université le 31 mars 2014. L'érudition et le talent de Madame Paulette Lermite-Leclerc, professeure émérite à l'Université de Paris 4 Sorbonne, nous avait fait découvrir, non sans humour, cette France in fine, plutôt méconnue des rois maudits, du procédé templier, etc. Conférence à écouter et à réécouter sans retenue. Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, un excellent moment. Aujourd'hui, nous nous occupons, vous le savez, de la vie intellectuelle, artistique, religieuse, etc. À l'époque de Philippe le Bel, on va faire le point. Il est toujours dangereux en histoire de prendre un règne, comme je l'ai fait cette année, parce que si l'on ne veut pas savoir ce qu'il y avait avant, et si l'on ne veut pas savoir du tout ce qui se prépare, on risque évidemment de s'enfermer, de faire de l'autisme en quelque sorte, et de donner à la période que l'on étudie une place tout à fait à part. Encore une fois, l'histoire c'est un très long courant, et comme nous savons ce qui s'est passé à la fois avant et après, on n'a aucun mérite à bien montrer comment ça se situe dans justement l'évolution historique. Les problèmes sont simples. À l'histoire, il faut très peu de mémoire, contrairement à ce que l'on croit, beaucoup d'imagination. Il faut se demander, si j'avais vécu à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu lire si j'avais appris à lire, bien entendu. Qu'est-ce que j'aurais pu voir? Est-ce qu'il y a du théâtre? Est-ce qu'il y a des journaux? Ah non, il n'y a pas de journaux, ça y est, ils ne sont pas encore inventés. Les premiers journaux apparaissent à l'extrême fin du Moyen-Âge, 14e, 15e, à Venise en particulier, sous une forme de journaux publics. On affiche l'arrivée de telle galère qui est prévue pour tel jour, etc. Voilà. Et puis progressivement, on va voir apparaître les gazettes, mais guère avant le XVIIe siècle, vous le savez. Bon, donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu voir? Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme discussion, ici ou là, dans un salon ou à la cour? Ce sont des problèmes importants parce qu'ils nous permettent en particulier d'insister sur la diversité des choses, la diversité des esprits. On est trop persuadé, en particulier pour le Moyen-Âge, que tout le monde pensait de la même façon, que tout le monde pratiquait la religion avec le même enthousiasme, qu'il n'y avait pas de doute, qu'il n'y avait pas de discordance. Or, c'est faux. Et plus on fait d'histoire et plus on creuse, plus on se rend compte qu'au fond, il y a une très grande diversité. Et ça, je crois que c'est très précieux. Bien sûr, ça complique la tâche. C'est beaucoup plus facile de se dire que tout le monde pensait de la même façon, apporter sa petite pierre à la construction de l'église. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et c'est une consolation, je trouve, quand on réfléchit sur la nature humaine. Parce que la nature humaine, l'homme est ondoyant et divers, comme le dira Montaigne au XVIe siècle. Et il y avait justement beaucoup de diversité et d'ondoiement à l'époque de Philippe le Bel déjà. Donc, nous allons passer en revue un certain nombre de secteurs, évidemment, très rapidement, mais vous avez à votre disposition, bien entendu, toutes sortes d'ouvrages que vous pouvez consulter, d'expositions, lorsqu'elles se présentent, pour meubler votre curiosité. Bien. Je vais faire deux grandes parties. Une première partie qui sera consacrée, elle est fondamentale, à l'enseignement, en particulier à l'enseignement au plus haut niveau, qui sera spécialement consacré à l'Université de Paris. Non pas par chauvinisme personnel, mais parce que c'est le phare. C'est comme ça. Certainement beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est le phare de l'enseignement à l'époque médiévale. C'est un carrefour universel, peut-on dire. En tout cas, très largement occidental. Il vient des gens de partout à l'Université de Paris. Et il faut bien comprendre comment cet extraordinaire développement de l'université se place par rapport au courant précédent, avant que l'université ne soit imaginée,
Elle n'a pas toujours existé, l'université. C'est une création récente. Les statuts de l'université de Paris, ils ont 3/4 de siècle quand Philippe le Bel monte sur le trône, à peine. Donc c'est encore une institution nouvelle. Et l'important, c'est de savoir comment cette institution nouvelle a traversé le XIIIe siècle, comment elle se présente quand Philippe le Bel monte sur le trône, quels sont, en quelque sorte, les grands problèmes qu'elle a pu rencontrer. Donc, on va d'abord s'occuper de l'Université de Paris, et puis nous nous occuperons de brosser à grands coups de pinceau un tableau des courants à la fois artistique, littéraire, le théâtre à l'époque, quel spectacle les gens pouvaient voir. Autrement dit, donner de façon un peu kaléidoscopique une idée de la vie telle qu'elle pouvait se présenter, notamment dans les villes, évidemment pas à la campagne, qui est de ce point de vue-là très frustrée et qui a très peu de possibilités d'ouverture. Bon, bref, on s'intéresse. On s'intéresse à l'Université de Paris, mais l'Université de Paris, dont je vous ai dit que les statuts officiels dataient de 1215, la même année que le 4e concile de Latran, dont je ne cesse de parler, cette université, elle est en fait une espèce d'aboutissement d'un mouvement de développement intellectuel, le mot n'est pas trop fort, inouï, tel qu'on n'en avait jamais vu depuis le début du Moyen-Âge et même depuis l'Antiquité latine. Il n'y a pas d'université dans le monde romain, ni dans le monde grec d'ailleurs. Bon, il y avait des écoles philosophiques, vous le savez, notamment à Athènes, bien sûr, mais l'université telle que nous la concevons, elle est vraiment née au XIIIe siècle, mais elle est un aboutissement. Elle est l'aboutissement d'un développement culturel qui est fait au XIIe siècle, essentiellement. Le XIIe siècle, on a souvent parlé de la Renaissance du XIIe siècle, c'est là exactement le même mot que l'on emploie que pour la Renaissance du XVIe siècle que vous connaissez tous, Ronsard, Montaigne et autres, mais il y a une Renaissance du XIIe siècle qui est sans doute plus spectaculaire que celle du XVIe siècle, même si elle est moins séduisante a priori. Le XIIe siècle est un siècle d'expansion démographique. Il est un siècle de développement urbain. Ce développement urbain est lui-même à la fois cause et effet d'un développement des échanges, et un développement des échanges à très longue distance. Autrement dit, rien n'est plus faux que de s'imaginer, surtout à partir du XIIe siècle, que chaque ville est cloisonnée, verrouillée derrière ses murailles. Il y a des murailles dans toutes les villes, mais on les ouvre, on ouvre les portes. Bien. C'est un monde, au contraire, qui a une amplitude de contact tout à fait inouïe par rapport au siècle précédent. C'est au XIIe siècle qu'ont lieu les croisades en particulier, mais les croisades, elles aussi, elles sont à la fois une cause et un effet. On traverse la Méditerranée, les flottes se constituent, les banques apparaissent. Bref, il y a là, vous le voyez, un dynamisme étonnant. Vous savez que le XIIe siècle voit le démarrage des foires de Champagne. J'en parlais il y a de nombreuses séances. Vous vous rappelez comment on trouve là des marchands qui viennent du nord de l'Angleterre, du sud de l'Italie, qui rencontrent des marchands italiens, des marchands allemands, des marchands languedociens. Bref, nous avons là des échanges, et les échanges ne sont pas uniquement commerciaux, ils sont aussi culturels. Le XIIe siècle voit donc la multiplication des écoles liées à un appétit de savoir que l'on a peut-être du mal à concevoir aujourd'hui, tellement la volonté de savoir fait partie de notre tradition, mais à cette époque c'était relativement neuf. On voit proliférer les écoles. Or, il faut savoir d'où l'on est parti et où l'on arrive. Avant le XIIe siècle, les centres du savoir essentiels, je dis bien avant le XIIe siècle, les centres du savoir essentiels étaient les monastères. On a une dette vis-à-vis des monastères qui pullule, vous le savez, et notamment depuis le VIe siècle, depuis la règle de Saint-Benoît. Ces monastères on a une dette envers eux qui est absolument considérable parce qu'ils ont été les conservatoires de la culture antique. Ils ont été les conservatoires de la culture antique
en particulier par une tâche qui nous paraît sommaire, élémentaire, qui consiste à recopier. Je pense que vous le savez, mais le plus ancien manuscrit de Virgile que nous possédons, il date du VIe siècle, il est au Vatican. Il n'y a pas plus ancien. Mais s'il n'y avait pas eu des générations et des générations de moines qui s'échangent des manuscrits, qui les recopient, qui les passent à d'autres, etc., on aurait tout perdu de l'Antiquité latine et grecque. Alors, malheureusement, les monastères qui ont merveilleusement travaillé pour ce qui est de la copie, donc de la préservation des manuscrits latins, de Virgile, d'Ovide, d'Horace, tout ce que vous voulez, ont perdu le grec. Depuis la fin de l'Empire romain, hein, ça date déjà de la fin de l'Empire romain, au IVe siècle et au Ve siècle après Jésus-Christ, très peu de latins savent le grec, alors qu'à la belle époque, ils avaient un pédagogue grec, les aristocrates romains. Bien, le grec, on ne le sait plus. On ne sait plus, on ne le comprend plus. Donc on ne le recopie plus, bien entendu. Et il faut attendre que, voilà, au XIIe siècle, quelqu'un le traduise pour nous, puisque c'est un savoir inaccessible. L'immense savoir grec dans tous les domaines, même si évidemment c'est un savoir qui est pour nous complètement dépassé, mais ça ne fait rien, il faut toujours commencer par le commencement, même si ce sont des erreurs. Bon, tout ce qui est sciences naturelles, tout ce qui est médecine, tout ce qui est astronomie, Ptolémée savait déjà que la Terre était ronde, et non pas plate. Bon, donc vous voyez, il y a là quand même quelque chose qui est tout à fait considérable. Bien. Tout ce savoir grec, et surtout le savoir philosophique, dont l'importance va être absolument considérable. Mais la philosophie embrasse tout. Quand on lit l'œuvre d'Aristote, on se rend compte que c'était un génie universel, qui était capable d'écrire un livre sur la génération des animaux, plusieurs traités de morale, dont l'éthique à Nicomaque, un traité sur la politique, un traité sur l'économique, un traité de métaphysique, bref. C'était des hommes qui s'étaient coltés avec des notions philosophiques, ce sont eux qui les ont créées, à tout ce que l'homme peut embrasser. Et ce savoir-là, il est inaccessible. Et il va arriver à dose homéopathique en Occident, ça c'est absolument capital, grâce à des traducteurs. Ces traducteurs ne peuvent pas être les latins puisqu'ils n'ont plus accès au grec. Il faut donc trouver quelqu'un, et ne l'oubliez jamais. Dans l'histoire de l'Occident, c'est quelque chose d'une importance inouïe. Il y a eu deux très grands carrefours, deux zones carrefour, qui ont joué un rôle majeur dans le passage d'une culture, la culture grecque, vers l'Occident, et d'une culture grecque enrichie d'ailleurs au passage, je vais y venir. Ce sont l'Italie du Sud Sicile, qui est absolument inouïe au XIIe siècle, qui offre un spectacle absolument étrange et magnifique, et l'Espagne. Bon. Là, l'Italie du Sud-Sicile, qui va bientôt être conquise par les Normands. Vous savez que ce petit royaume, c'est le royaume normand de Sicile. Autrement dit, on voit arriver des Vikings. Hein. Ce sont des descendants des Vikings, bon, qui s'installent là. C'est une plaque tournante dans laquelle vous avez des Juifs qui parlent hébreu, des Arabes en quantité, des Latins, des Normands, comme je viens de vous le dire, et on va donc translater, faire passer d'une langue dans l'autre. La médecine grecque en particulier doit tout à un personnage bien connu qui est d'origine africaine, qui s'appelle Constantin l'Africain, qui a traduit la médecine grecque. Galien, Soranos, Hippocrate, etc. Tout ça c'est en grec. Bon, il l'a traduit et il a donné toutes ces traductions, et ce sont elles qui ont commencé à féconder les facultés de médecine. Montpellier, c'est au sud, avant Paris, c'est normal, puisque ça se passe dans le Midi. Donc, un travail absolument extraordinaire qui se réalise là, et il est frappant de noter en particulier que lorsque ce royaume normand de Sicile
devient la propriété des empereurs de Germanie. Les empereurs de Germanie ont dans leur personnel administratif des gens qui passent tranquillement de l'hébreu à l'arabe, de l'arabe au latin, du latin à ce que vous voulez comme langue, au français, au roman, à l'allemand, etc., etc. Enfin bon, c'est étonnant, véritablement étonnant. Bien. Et la seconde plaque tournante, pour les mêmes raisons, c'est l'Espagne. Là aussi, en Espagne, vous avez d'abord une proportion de juifs très importante, beaucoup plus importante que dans les communautés, par exemple, de la France. Dans certaines villes, vous avez jusqu'à 30% de juifs. Donc là, vous voyez, l'hébreu est une langue extrêmement vivante. Vous avez beaucoup d'arabes, bien entendu. Et vous savez que le front arabe ne se déplace vers le sud jusqu'à sombrer dans la mer Méditerranée que très tard, en 1492. Donc nous avons beaucoup d'arabes. Nous avons bien sûr des latins chrétiens. Et tout ça, ça passe d'une langue dans l'autre, en particulier à Tolède, les grands ateliers de traduction de Tolède, mais aussi en Catalogne, dans la vallée de l'Ebre, qui est un centre majeur de traduction. C'est là qu'au XIIe siècle, on a traduit le Coran en latin. Il a fallu attendre le XIIe siècle pour qu'on se soucie de savoir ce qu'il pouvait bien y avoir dans le Coran. C'est l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui a envoyé une équipe qui était capable de passer d'une langue dans l'autre et qui a permis de savoir le contenu, encore une fois, du texte sacré de l'islam qui date pourtant du 7e siècle, comme vous le savez. Bon, donc n'oublions jamais cela. Ça, c'est un véritable séisme qui va se produire avec cette masse de culture qui est enrichie au passage, comme je vous l'ai dit, car les Arabes en particulier, qui étaient détenteurs de manuscrits grecs et qui étaient capables de les traduire parce qu'ils n'avaient pas perdu le contact avec cette culture, ils ont réfléchi, il y a eu des grands savants, rien n'en donne, enfin moi ça a été un choc pour moi, je vous le signale donc, parce que rien ne vaut au fond ce contact parfois un peu abrupt avec la réalité pour comprendre les choses lorsque vous lisez la Somme théologique de Thomas d'Aquin, le grand théologien du XIIIe siècle. Lorsque vous le lisez, c'est énorme, c'est un pavé pas facile à lire, hein, je vous le dis tout de suite. En tout cas, une édition savante, bien sûr, sinon bien des choses vous échappent, mais quand il y a des renvois, donc des notes, renvoient à Averroès, l'arabe espagnol, exactement contemporain de Philippe Auguste, renvoie à Maïmonide, le grand philosophe juif espagnol. Bon, donc quand vous voyez comment Thomas d'Aquin n'a pas craint de faire des emprunts à ces grands personnages de l'époque, ça vous donne la mesure à la fois de la réceptivité des plus grands cerveaux, c'est le cas de Thomas d'Aquin, qui est aristotélicien, jusqu'à la limite où il sombrerait dans le polythéisme et il adorerait Vénus au lieu d'adorer la Trinité. Bon. Donc là, évidemment, il y a un choix à faire, il le fait, mais il y a là, vous le voyez, une réceptivité intellectuelle, l'idée qu'on peut enrichir son propre système intellectuel sans se brûler les ailes, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, multiplication des écoles. Mais, encore faut-il savoir comment ces écoles se sont créées, comment elles sont dirigées, dans quel esprit et comment cela évolue. Au XIIe siècle, si nous plaçons au XIIe siècle, il y a une grande école à Paris, c'est celle qui est coiffée par l'évêque de Paris, ce qui paraît normal. Bon, donc c'est l'école de Notre-Dame. Bien, le cloître de Notre-Dame est le centre majeur de la culture. Bien. Et il y a un chancelier, et le titre de chancelier va passer à l'université. Le chancelier fait des cours et forme des étudiants auxquels, s'il le mérite, il confère la licence, c'est-à-dire la licence d'enseigner, licentia dicendi, la licence d'enseignement. Très bien. Donc, voilà, l'école épiscopale forme des maîtres qui eux-mêmes formeront des élèves, mais ça reste dans l'école épiscopale. Mais, à côté de cette école épiscopale, qui est donc dans l'île de la Cité, enfin dans l'île de Notre-Dame, vous avez d'autres écoles qui sont apparues et qui correspondent à ce désir de savoir. Ces écoles nouvelles du XIIe sont rive gauche.
Ce sont des écoles qui appartiennent à une nouvelle structure religieuse caractéristique du XIIe siècle, qui sont des collégiales de chanoines. Le XIIe siècle a créé d'innombrables collégiales, et ces collégiales ont un appétit de savoir tout à fait considérable. Donc, ce sont des écoles. Il y en a deux qui sont particulièrement importantes et qui ont marqué la toponymie de Paris. C'est l'école de Saint-Victor. Vous avez là de très grands théologiens, notamment Hugues de Saint-Victor, Richard de Saint-Victor, tout ça, ce sont des contemporains d'Abélard, si vous voulez, pour les situer. L'école de Saint-Victor, qui a encore une fois donné d'excellents théologiens, qui ont beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qu'un sacrement, Bon, bref. Et puis l'autre, vous la connaissez aussi, puisqu'il reste une église, c'est Sainte-Geneviève. Donc des collégiales avec des chanoines qui sont très grosses têtes du point de vue intellectuel, qui enseignent, qui attirent des étudiants. Donc là, vous avez deux noyaux rive gauche. Mais tous ces gens, à commencer par l'école épiscopale et les écoles collégiales ou canoniales, chanoines, n'enseignent que la théologie. Il n'y a pas d'autres écoles que la théologie. Ça peut nous paraître à la fois normal, puisque la place de l'Église est absolument considérable, elle formate complètement les sensibilités, les intelligences, etc. Mais tout de même, on se dit qu'il n'y a pas que ça à apprendre. Bon, alors, il y a effectivement au XIIe siècle une école qui enseigne ce qu'on appelle les arts libéraux. Libéral n'a pas du tout le sens que nous lui donnons aujourd'hui, notamment dans le vocabulaire politique. Les arts libéraux, ce sont les arts pratiqués par les gens qui ne sont pas serviles, qui ne sont pas mécaniques, comme on le disait au Moyen-Âge. Les arts mécaniques, c'est par exemple le métier de serrurier ou tel autre métier qui est technique, tandis que les arts libéraux sont des arts qui n'ont pas d'autre finalité que le savoir. Alors, parmi ces arts libéraux, ça ne vous surprendra pas, mais ça aussi, c'est une structure tout à fait caractéristique de la mentalité médiévale, et il ne faut jamais l'oublier, il faut apprendre le latin. Sinon, impossible d'acquérir quoi que ce soit. Puisqu'on a translaté du grec en latin, on a conservé le latin recopié dans les monastères, mais il faut ensuite pouvoir éventuellement réfléchir sur ce savoir, le développer, etc. Il faut donc apprendre le latin. Donc, nous avons là les arts libéraux, et les trois premiers arts libéraux qui touchent à l'acquisition de la langue latine. Et toutes les études se font en latin. Et ça va durer pendant des siècles. Une grande partie de l'œuvre de Descartes est en latin, au XVIIe, vous savez. Bon, donc il y a là quelque chose de fondamental. Alors, il y a trois grandes disciplines, ce qu'on appelle le trivium, 3 voix. Trivium, c'est la grammaire. Il faut apprendre la grammaire latine, hein, comme on l'a tous fait. Hein. Rosa, 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 bon, très bien. La rhétorique, l'art du beau discours, comment on fait pour enchaîner les propositions, telle sorte que le public vous écoute, et la dialectique ou logique, qui exige, elle, et ça, les Grecs vont apporter beaucoup. La logique grecque est tout à fait réputée, la logique qui permet d'enchaîner les raisonnements en dehors de la beauté, de l'esthétique, d'une façon rigoureuse pour ne pas aboutir à des stupidités. Bon, donc le trivium. Ce trivium, où est-il? C'est assez extraordinaire, du point de vue symbolique, c'est assez cocasse. Ils sont sur le petit pont. Il n'y a pas beaucoup de ponts à Paris, mais il y a le petit pont. Et sur le petit pont, vous avez des écoles qui enseignent les arts libéraux, les trois dont je viens de parler. Je dis que c'est assez cocasse parce que le pont fait justement le passage entre les îles, et notamment l'île Notre-Dame où se trouve l'école épiscopale, et la rive gauche qui s'est déjà éveillée au savoir au travers des écoles canoniales. Mais c'est tout ce que l'on a. C'est tout ce que l'on a. Et ce qui est intéressant, c'est que pour fonder l'université, il va falloir secouer cet arbre-là, il va falloir une sécession
qui ne va pas aller sans trouble grave. L'Université de Paris, elle est née de la revendication d'un certain nombre de maîtres, de gens qui ont donc l'autorisation d'enseigner, qui ont obtenu le titre, mais qui ne veulent plus dépendre de l'évêque. Ça paraît curieux, mais c'est comme ça. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que cette sécession des maîtres qui veulent plus rien devoir à l'évêque, qui veulent eux-mêmes acquérir le pouvoir de délivrer des diplômes, tout cela se fait avec la bénédiction du pape. Ça peut surprendre. On s'imagine toujours que l'Église, c'est un seul et même bloc, pas du tout. Là, nous avons un autre exemple, on en trouve d'autres, des intérêts de la papauté qui ne coïncident pas forcément avec les intérêts de l'évêque de la ville, fût-elle Paris. Donc, nous avons une série d'étapes qui vont, premièrement, dans la direction d'une émancipation du savoir qui se regroupe rive gauche et qui ne veut plus rien avoir avec l'évêque, qui s'émancipe complètement de la tutelle épiscopale. Et un deuxième mouvement, exactement contemporain, peut-être encore plus surprenant, c'est l'émancipation de ces maîtres et de ces étudiants qui veulent s'installer rive gauche. Oh, il y a la Seine qui les sépare de l'évêque, l'émancipation par rapport aux troupes royales. Vous ne pouvez pas savoir ce que les étudiants de cette époque sont insupportables. Ils sont chahuteurs comme pas deux. Ils font la foire, ils scandalisent les bourgeois, ils se conduisent mal, et il y a les troupes royales qui, pour un oui ou pour un non, les arrêtent, leur font des misères, etc. Et les étudiants, et soutenus par les maîtres, veulent pas de cette espèce d'intrusion de la police royale, du prévôt royal, qui représente l'autorité dans la ville, et ils n'ont de cesse que d'obtenir un certain nombre de privilèges. Je me rappelle, en 68, je n'étais pas à Paris, quand les soldats, quand les CRS ou la garde mobile est entrée de la cour de la Sorbonne, j'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. La cour de la Sorbonne est inviolable. Ça date de cette époque. Nous sommes dans les années 1200. Dans les années 1200, l'université obtient son affranchissement par rapport à la tutelle épiscopale, son affranchissement par rapport à la tutelle royale, donc un certain nombre de privilèges qui sont écrits noir sur blanc et qui se concrétisent de la part du pape par la charte de fondation officielle de l'Université de Paris qui a été proclamée par le légat pontifical Robert de Courson, C-O-U-R-S-O-N, quelquefois c'est dit, vous savez que l'orthographe n'est pas fixe au Moyen-Âge, légat pontifical. Si vous allez à la Sorbonne, dans la cour d'honneur, entrez en face de vous, au bas de la montée vers la bibliothèque de la Sorbonne, vous avez deux plaques, une à gauche et une à droite. La plaque de gauche porte Robert de Courson a remis, légat pontifical, a remis ses privilèges à la Sorbonne en 1215. La plaque de droite est également émouvante. C'est l'installation de la première presse à imprimer lorsque l'imprimerie a été découverte dans la deuxième moitié du XVe siècle. Donc, vous voyez, il y a là deux choses tout à fait importantes. Bien. Revenons donc au contenu, en quelque sorte, des privilèges qui sont accordés à ce moment-là à la future université, mais un mot d'abord sur le vocabulaire. Il y a eu une très belle étude qui a été consacrée à cette évolution du vocabulaire. Pourquoi appelle-t-on l'université université ? Est-ce que ce vocable était destiné à désigner une institution de niveau supérieur de l'éducation ? Pas du tout. Si vous cherchez dans votre gaffio universitas, vous verrez que ça désigne n'importe quelle communauté.
ça peut désigner une communauté de métiers, une association de gens divers. Universitas, ça veut dire un regroupement d'individus particuliers. Le XIIe et le XIIIe siècle sont 2 siècles fondamentaux pour justement l'organisation de ces gros noyaux, de ces communautés. Je signale que ce XIIIe siècle a vu en particulier l'apparition avec leurs privilèges distincts des métiers de Paris, distincts les uns des autres, avec chacun leur statut, leurs privilèges, leurs devoirs, etc., etc. Tout cela constitue autant d'universitates, si on le met au pluriel. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le mot université tout seul, quand on l'emploie tout seul, ça désigne établissement supérieur. Il y a là, vous voyez, une espèce de confiscation du terme, alors que c'était un nom commun auparavant. Bien, ces privilèges donc s'explicitent de la façon suivante. Le pape a exigé de l'évêque qu'il renonce à ses droits sur l'enseignement. Il a renoncé en particulier à nommer les maîtres. Ce sont les maîtres passés rive gauche qui ont fait sécession, qui désormais auront la collation des grades. C'est plus l'évêque. L'évêque n'aura plus la collation de la licencia que j'évoquais tout à l'heure. Donc, autonomie des maîtres et des étudiants qui sont passés rive gauche et qui vont se constituer avec les statuts que le pape leur a donnés. L'évêque n'a plus le droit d'intervenir dans les affaires de ce qui devient l'université. Par ailleurs, le roi a pris la mesure des perturbations qui opposaient constamment les soldats du roi et les étudiants ou les maîtres, et il leur accorde l'autonomie de gestion. Ils sont donc responsables de l'ordre à l'intérieur de leur bâtiment, de leur propre justice. C'est eux qui vont repérer s'il n'y a pas d'hérétiques ou de gens suspects à l'intérieur de l'université. Donc, vous le voyez, une très grande autonomie du point de vue judiciaire. Ils leur donnent la collation des grades. Ils leur donnent un sceau. Le sceau de l'Université de Paris apparaît à ce moment-là avec Notre-Dame qui domine en fond de tableau. Donc un sceau, ça c'est la personnalité juridique, vous le savez, au Moyen-Âge, c'est la seule façon d'authentifier les signatures, et donc il y a là quelque chose de tout à fait important. Donc, justice, je vous l'ai dit, droit de grève et de sécession, car il y a eu des grèves qui ont duré jusqu'à 2 ans. Vous entendez ? En 1229, les professeurs de l'Université de Paris ont dit, puisque c'est comme ça que vous nous faites des misères, on s'en va, débrouillez-vous. Et ils sont allés s'installer à Orléans. Bon. Donc, si on veut éviter des grèves qui ont duré de 1229 à 1231, il faut prendre des mesures, et ils ont donc obtenu à ce moment-là le droit effectif de grève et de sécession, ce qui est tout à fait inattendu, n'est-ce pas? Et ce qui leur confère encore une fois une autonomie. Ils constituent un État dans l'État, hein, un corps tout à fait spécial, qui a des privilèges tout à fait spéciaux. J'ai parlé du monopole de la collation des grades, du sceau, l'autonomie de la juridiction, je l'ai dit aussi. La même année, c'est ça qui est intéressant, c'est la seule date qui soit à retenir, puisque ça s'est beaucoup agité entre 1200 et 1231, c'est la date de 1231. En 1231, bulle pontificale. Cette bulle s'appelle Parens Sentiarum. Bon, peu importe, les bulles sont toujours désignées par les 2 ou 3 premiers mots latins, puisque elles sont écrites en latin. Bulle de Grégoire IX. Je signale l'importance de ce pape, c'est lui qui vient de créer l'Inquisition, tout ça, ça se touche. En tout cas, la bulle Parens Sentiarum de Grégoire IX tire la leçon de tout le mouvement qui s'est produit, et il est dans le prolongement des fameux privilèges qui sont accordés en 1215. Je signale que cette charte de 1215, qui est donc les statuts officiels, qui marque donc les statuts officiels de l'Université de Paris, est d'une précision extrême, et éventuellement on pourra l'étudier, même si c'est un peu antérieure au programme, ça n'est pas, elle est publiée, elle est bien connue.
Le pape précise quelles sont les matières que l'on enseignera à l'université, les programmes. Et il est intéressant de savoir qu'en 1215, le pape essaie d'empêcher la lecture de la métaphysique d'Aristote. C'est trop dangereux. Après, il va être obligé de l'accepter. Vous voyez, il a là quelque chose. Et il est d'autant plus obligé ensuite, entre 1215 et 1274, à la mort de saint Thomas d'Aquin, qui fait une utilisation d'Aristote qui est absolument vertigineuse. Le pape va être bientôt obligé de supprimer l'interdiction parce que, et ça c'est assez cocasse pour qu'on le signale, figurez-vous, que les étudiants étrangers qui venaient absolument fascinés par l'université de Paris menacent de ne plus venir à Paris si on n'enseigne pas Aristote. Alors qu'est-ce qu'ils font, Le pape dit, l'université de Paris, elle enseigne la théologie d'abord, tant pis, on supprime les interdictions qui concernaient certains livres d'Aristote jugés inquiétants évidemment pour la foi, ce qui est tout à fait normal. Bien, donc les programmes sont précisés, les rapports entre les maîtres et les étudiants, le problème des examens, comment vont se passer les examens, les exercices, en quoi vont consister les exercices universitaires, la lectio, la disputatio, etc., car une grande partie de l'enseignement se fait par débat entre les maîtres qui donnent un thème et les étudiants qui planchent à l'oral sur le thème qu'on leur a demandé de débattre. Bref, tout ça, vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Et cette même année 1231, ce n'est évidemment pas un hasard, Blanche de Castille, qui est encore régente, puisque Saint-Louis est très jeune, Blanche de Castille et Saint-Louis accordent à l'Université de Paris les privilèges dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire autonomie de juridiction, sceau, droit de grève, etc. Bien, donc voilà, 1231, nous avons là la fin d'un conflit très délicat qui a abouti à, comment dirais-je, pratiquement anéantir l'école épiscopale et à constituer ce gros noyau de Paris. Mais bien entendu, maintenant, il faut que les choses s'étoffent, car jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de théologie. C'était cette théologie qui faisait la réputation à la fois de l'école épiscopale et des écoles canoniales de Saint-Victor et de Sainte-Geneviève, mais c'est pas tout. Et donc le studium, comme l'on dit, va s'organiser et se diversifier. Et tout le Moyen-Âge va connaître la même organisation des études. Ça nous paraît tout à fait curieux et sinon aberrant de voir l'absence des matières que nous pourrions supposer déjà enseigner, mais en tout cas il faut s'y faire. Qu'est-ce qu'on enseigne? Je vous l'ai dit, le trivium. Il faut commencer par là, les arts libéraux. Les arts libéraux, les arts de la langue latine. Bon, je n'y reviens pas. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le quadrivium, 4 matières, qui constituent elles aussi les arts libéraux. Et quand vous êtes maître des arts, c'est que vous avez fait vos preuves, vous avez passé tous vos examens, et vous avez donc le cursus qui équivaut à peu près à notre enseignement secondaire. Alors, les 4 que l'on ajoute une fois qu'on possède bien le latin, c'est l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, considérée comme une science du nombre qui rejoint l'arithmétique. Il n'y a évidemment pas d'algèbre, algèbre est un mot arabe. Ce sont les Arabes qui nous ont rapporté les zéros, qui ont permis d'échafauder une nouvelle discipline, vous le savez. Ça, c'est les arts libéraux. Une fois que vous avez fait vos arts libéraux, disons vers 20 ans, vous avez fini tout ce cursus, vous parlez constamment latin, vous avez le choix de faire des études supérieures à celles-là, et alors là, le choix est évidemment restreint par rapport à nous. Vous avez le choix entre théologie, discipline reine, bien entendu, 10 ans. Les études de théologie, c'est 10 ans après le bac. 10 ans, le droit, attention, quel droit? À Paris, droit canon, ou canonique, comme vous voulez, c'est-à-dire le droit de l'Église.
Le droit de l'Église qui a commencé à s'échafauder, comme par hasard, au XIIe siècle, à Bologne, dans la tradition du droit romain. Mais en tout cas, le droit canon, c'est le droit de l'Église. Le droit romain ne s'enseigne pas à Paris, il s'enseigne à Orléans. Si vous voulez faire du droit romain, qui commence à devenir une discipline très importante, vous allez à Orléans. À Paris, il n'y a pas de droit romain. Quant au droit coutumier, qui est pourtant le droit qui va traverser les siècles jusqu'à la Révolution, vous savez que les coutumes restent extrêmement fortes pour tout ce qui est, je sais pas, par exemple le statut des femmes, la dot, le douaire, etc., etc. Le droit coutumier ne s'enseigne pas à la faculté, il s'enseigne sur le tas, en quelque sorte. Bon, donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez faire théologie, 10 ans, avec beaucoup d'exercices très compliqués. Ensuite, vous pouvez faire du droit canonique. Très souvent d'ailleurs, les juristes sont juristes in utroque iure, dans l'un et l'autre droit, c'est-à-dire qu'ils ont fait à la fois du droit romain à Orléans et du droit canon à Paris ou à Bologne. Et la troisième discipline, c'est médecine. Paris n'a pas une réputation extraordinaire en médecine, Montpellier est bien meilleur. Au XIIIe siècle, vous avez plusieurs universités en Europe, en Occident chrétien, une quinzaine. En France, il y en a plusieurs. La spécificité de l'Université de Paris, c'est qu'elle s'est créée de l'intérieur. Ce n'est pas une initiative extérieure, une initiative en particulier politique. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est intéressant, je trouve. À Toulouse, l'université est une décision de l'extérieur. L'université de Toulouse est créée en 1229, quand l'hérésie cathare est décapitée, pour former sur place des théologiens. Donc là, voyez-vous, il y a une volonté à la fois politique et religieuse de former sur place des spécialistes de la doctrine, de la morale, de la foi, pour pouvoir lutter efficacement sur place contre les cathares. Donc la décision politique qui est liée à la signature du traité qui démantèle complètement la maison de Toulouse, qui jusqu'alors détenait le pouvoir politique et qui était quasiment autonome. Bien. Alors qu'à Paris, vous le voyez, c'est la sécession des étudiants et des professeurs qui a abouti à la création de l'université. Bien, voilà notre université, voilà les matières que l'on enseigne. Alors, ce qui est intéressant, c'est ceci, parce que vous allez voir que la suite en dépend. Les professeurs qui enseignent à l'Université de Paris, on les appelle des maîtres séculiers. Séculiers, pourquoi? Parce que ce sont des clercs. Ce sont des clercs, mais ce ne sont pas des moines. Et ce ne sont pas, et vous verrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure, ce ne sont pas des membres des ordres mendiants, car ils arrivent, on les attend. Bien. Ces maîtres séculiers sont donc généralement des chanoines qui ont une ou plusieurs prébendes. On appelle prébende le bénéfice ecclésiastique qui s'attache dans toutes les collégiales et dans toutes les cathédrales au stalles. Dans les cathédrales, vous voyez les stalles, c'est pour les chanoines cathédraux. Et dans les collégiales, c'est la même chose. Il y a un certain nombre de chanoines, et à chaque chanoine s'attache un revenu qui proviennent des terres en particulier, qui appartiennent à la cathédrale ou à la collégiale, et qui constituent donc ce qu'on appelle un bénéfice ecclésiastique ou une prébende. Donc, les maîtres séculiers ont des revenus, ils ont une ou plusieurs prébendes. Voilà, je vous cite le cas par exemple de Robert de Sorbon, qui a donné son nom à la Sorbonne. Ce Robert de Sorbon, qu'est-ce que c'est? C'est un chanoine de Beauvais. Chanoine de Beauvais qui, en 1257, donc au temps de Saint-Louis, a décidé de fonder un collège pour maîtres et étudiants pauvres. Il y a plusieurs collèges de ce type. Le collège de Navarre, etc. Bon, peu importe, en tout cas, le collège de Robert de Sorbon. Robert de Sorbon est mort la même année que Thomas d'Aquin et que Saint Bonaventure. Il y a là quelque chose de très facile à retenir. Donc, il est mort en 1274. Ce Robert de Sorbon, donc, chanoine, a décidé de fonder un collège. Ce collège a acquis
très vite un très grand prestige, puisque les étudiants sont nourris, les maîtres aussi, ils sont pensionnaires, etc. Et progressivement, cette institution va grossir d'une façon tout à fait étonnante, et finalement, son nom va être donné à l'institution de la Sorbonne elle-même. Avant de mourir, il a eu le temps de devenir chanoine de Paris, il a écrit plusieurs ouvrages, il est très familier de Saint-Louis, donc voilà le profil de Robert de Sorbon, qui a donc été un des créateurs de ces établissements tout à fait caractéristiques du XIIIe siècle. Bien, ce qu'il y a d'étonnant, je vous l'ai dit, c'est que les institutions universitaires parisiennes attirent beaucoup de monde, ont une notoriété internationale, et que les gloires de cette université du XIIIe siècle ont toutes les nationalités. Au XIIIe siècle, vous avez deux Italiens ultra célèbres, saint Thomas d'Aquin, qui vient de la région de Naples, les comtes d'Aquino, bon, professeur dominicain à l'université de Paris. Vous avez saint Bonaventure, le grand théologien franciscain, mort la même année, je vous l'ai dit, qui est lui aussi un Italien. Vous avez un Allemand qui a laissé une œuvre absolument considérable, qui a été le professeur d'ailleurs de Thomas d'Aquin, qui s'appelle Albert le Grand, le grand Albert, le mauvais Albert qui a donné le nom à la place Maubert, car il est tellement intelligent et savant qu'on le soupçonne d'avoir des accointances avec les démons. Et Maubert, c'est le mauvais Albert, et une place, vous voyez, c'est tout près de la Sorbonne, hein, c'est pas loin, c'est du côté. Maubert Mutualité, le métro, c'est le mauvais Albert. C'est une très grosse tête, magnifique intelligence. Il est allemand, il est mort en 1280. Vous en avez un autre qui est tout à fait étonnant, c'est un Anglais, Alexandre de Halès, H-A-L-E-S, c'est le nom d'une localité anglaise, qui est mort, lui, plus jeune, en 1245. Donc, l'anglais, vous voyez, et comme l'enseignement se fait en latin, ça ne gêne personne. N'oublions pas cet aspect international de l'université de Paris, qui peut étonner à cette haute époque, mais qui s'explique en particulier par la contrainte de l'acquisition de la langue latine. Bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est encore passé dans cette université au XIIIe siècle qui mérite d'être signalé? Il y a déjà eu l'émancipation par rapport à l'évêque et par rapport au roi, c'est déjà énorme, mais il y a alors une querelle passionnante à étudier dans le détail et que je ne peux que résumer ici. C'est le conflit d'une âpreté que vous n'imaginez pas. Ça se traduit par des excommunications, par des convocations à Rome, par le pape, par des rappels à l'ordre, enfin bref, c'est extrêmement agité entre professeurs de l'université de Paris, entre professeurs de théologie. Pourquoi? Lorsque l'université s'est créée, avec officiellement les statuts de 1215, il n'y avait à l'université que des maîtres séculiers. Que des maîtres séculiers, chanoines, prébendés, je viens de vous le dire. Mais voilà qu'en 1215 sont apparus sur la scène de l'histoire des ordres radicalement nouveaux, qui sont essentiellement, je passe sur les ordres plus petits, les franciscains et les dominicains. En 1215, ces deux ordres existent. Les deux ordres existent déjà, ont une vitalité absolument surprenante, quand vous songez qu'à la mort de François, Saint François, qui meurt en 1226, il y a déjà 5000 franciscains. C'est énorme. Énorme. Bon. Qu'ont fait ces deux ordres? Pas plutôt créés, et avant même la mort des fondateurs, en particulier des dominicains, car Saint François a pris sa retraite. Bien. Avant même la mort des fondateurs, ces deux ordres, poussés par le pape, se sont mis en tête de dominer l'activité intellectuelle de leur temps. Autrement dit, ils ont immédiatement envoyé des jeunes recrutés, franciscains et dominicains, à Paris, pour apprendre. On dirait, il n'y a pas de mal à ça. On ne voit pas pourquoi ça pourrait créer un conflit. Ils ont tellement bien appris que très rapidement, ils ont été reçus aux examens,
Et ils se sont mis en tête d'enseigner eux aussi, créant ainsi une concurrence par rapport aux maîtres séculiers. Il y a un double corps, en quelque sorte, l'un issu des ordres mendiants, franciscains et dominicains, et les autres maîtres séculiers dans la tradition. Il y a 12 chaires de théologie, et dès les années 1240, 1250, il y a déjà 4 chaires qui sont occupées par un dominicain ou un franciscain. Ils se détestent. C'est comme ça. Ils se détestent. Les maîtres séculiers reprochent aux franciscains, aux dominicains, quand il y a grève, de briser la grève, de continuer à enseigner. Ils leur reprochent de leur faucher des étudiants, d'attirer les étudiants. Ils portent plainte auprès du pape, le pape intervient, menace, excommunie, etc. C'est vraiment extraordinairement agité. Et les libelles qui s'échangent sont d'une violence que l'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais la situation se complique. À la veille, il est déjà né, Philippe le Bel, à la veille de sa prise de pouvoir, par l'apparition du drame qui a traversé, crucifié, a-t-on envie de dire, l'ordre franciscain, et dont il faut dire un mot. Vous le savez sans doute, Saint François ne voulait pas du tout que son ordre devienne ce qu'il est devenu. Lorsqu'on étudie le testament de Saint François, mort en 1226, canonisé en 1228, son testament, rédigé quelques jours avant sa mort, prévoyait que son ordre ne demanderait jamais aucun privilège, n'exercerait jamais aucune charge qui apporte du pouvoir, qui réponde à des ambitions. Lui-même disait, n'allez pas aux écoles. Non, l'évangile, le Christ, il n'est pas allé à l'université. Donc, ce qu'il voulait, c'était l'extraordinaire humilité, le contact permanent avec les créatures du bon Dieu, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, une prédication très simple. Il avait peur de l'ambition, il avait peur des privilèges, de tout ce qui va avec une situation de pouvoir. Or, il n'était pas mort que déjà, les franciscains et les dominicains étaient utilisés par le pape justement pour être en situation de pouvoir. Pour être inquisiteur, l'inquisition va être fondée bientôt, ce sont les 2 ordres qui fournissent les cadres. Pour être professeur dans les universités les plus illustres, Paris, Oxford, Cambridge, pour être... Bon, donc il y a là quelque chose qui contredit encore une fois les objectifs qui avaient été ceux du fondateur, je parle des franciscains. Or, dès le début, on a vu l'ordre se cliver. Un certain nombre de franciscains dire on tourne le dos au testament de François, on va à la catastrophe, et les autres, beaucoup plus souples, jouant en quelque sorte la politique, entrant dans le jeu de la politique pontificale. Et donc, comme je vous l'ai dit, accédant aux plus hautes charges, devenant pape, devenant inquisiteur, devenant professeur d'université. Ce clivage extrêmement douloureux oppose ce que l'on appelle les spirituels et les autres, qu'on va bientôt appeler les conventuels, ceux qui jouent le jeu de la communauté tel que le pape finalement l'a voulu. Spirituels, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils veulent rester fidèles à l'esprit de François, ce qu'ils prétendent être l'esprit de François, et d'autre part, pour une raison qui n'a rien à voir avec celle-là, mais qui est tout à fait passionnante et que je vous expose en 2 mots. En 1202, je reviens donc en arrière, en 1202 est mort un abbé cistercien, ordre de Cîteaux, calabrais, qui s'appelle Joachim, appelez comme vous voulez, Joachim, Joachim de Flore. Flore, F-L-O-R-E, qui est la traduction française de Fiori, qui veut dire les fleurs. Ce monastère de Calabre, donc, dont Joachim était l'abbé, a eu à sa tête un personnage qui a eu un charisme tout à fait singulier,
Il a été, de son temps, Joachim, admiré par les papes, considéré comme un prophète. Très souvent, les chevaliers, les rois qui allaient en croisade, passaient par la Calabre avant de s'embarquer, à Bari par exemple, pour l'Orient, et allaient le voir. Il était encore une fois considéré comme un être particulièrement aimé de Dieu. Il a beaucoup écrit, en particulier des commentaires de la Bible, et notamment commentaires de l'Apocalypse, qui annonce la fin du monde, comme vous le savez. Si vous relisez l'Apocalypse, vous verrez les sceaux du livre qui sautent les uns après les autres, et les démons qui surviennent de la mer, etc., l'Antéchrist qui arrive, et puis le Christ lui-même. Bon, très bien. Donc, c'est un exégète, ce qu'on appelle un exégète, qui a cherché dans toute l'Écriture, ancienne et nouvelle, Ancien Testament, Nouveau Testament, des signes de ce qui allait se produire et qui allait conduire, encore une fois, au jugement dernier. Et il a fini par élaborer la thèse suivante, qui est absolument révolutionnaire, vous allez le voir. Il dit, quand on embrasse toute l'Écriture sainte, on se rend compte qu'au fond, tout le temps de l'histoire est en quelque sorte la translation de la Trinité. L'Ancien Testament raconte l'époque de la loi, avant le Christ. C'est l'âge du Père. C'est l'âge donc de la loi du Père, c'est l'Ancien Testament. Bien, ça n'a rien de révolutionnaire, on l'a dit bien avant lui. Il dit, quand le Christ arrive, l'âge du Fils, seconde personne de la Trinité, c'est l'âge de la grâce, c'est l'âge de l'amour apporté par le Christ. Donc, la rédaction des évangiles, jusque-là, rien de nouveau, c'est admis par tout le monde. Mais, c'est là que ça se gâte, il dit, on n'est pas encore dans l'âge de l'esprit, la troisième personne de la Trinité. Cet âge de l'esprit, dit-il, il est imminent et va, en quelque sorte, renvoyer dans le passé, rendre caduque, en quelque sorte, le contenu de la deuxième personne de la Trinité, le contenu des évangiles, va introduire en quelque sorte un nouvel évangile dans lequel l'Église sera inutile, il n'y aura plus que des moines, que des vierges, et dès que l'Antéchrist sera battu, le Christ arrivera. Donc, l'âge de l'esprit est pour demain. L'âge de l'esprit est pour demain, le christianisme lui-même va être déclassé au profit de la troisième personne de la Trinité, et ensuite ce sera la fin du monde. Un certain nombre de franciscains, déçus par l'évolution de l'ordre, se sont précipités sur les prédictions de Joachim de Flore et ont dit « l'esprit c'était François ». C'est avec François qu'est arrivé l'âge de l'esprit. En tout cas, c'est lui le héros, l'anticipateur en quelque sorte de ce dernier virage avant que le monde ne disparaisse. Et c'est à ce titre aussi qu'il s'appelle spirituel, puisque c'est l'ère de l'esprit qui va arriver. Cette théorie avait été condamnée par le pape, en particulier en 1215, au 4e concile de Latran, mais ces ouvrages de Joachim de Flore ont continué à être lus et sont devenus en quelque sorte le livre de base des mécontents spirituels, en particulier d'un certain nombre de professeurs à Paris qui se sont jetés là-dessus et qui ont continué à gloser sur les prédictions de Joachim de Flore. Il est paru dans les années 50, ça a mis le feu aux poudres à l'université, un livre d'un Italien qui s'appelle Gérard de Borgo. Très bien. Ce Gérard de Borgo a écrit un livre qui s'appelle Introduction à l'Évangile éternel. Introduction à l'Évangile éternel, vous voyez ce que peut contenir le livre. Il va y avoir un troisième évangile, en quelque sorte, rendant caduques les quatre autres, puisque ça va être l'avènement de l'âge de l'esprit, puis, très rapidement, la fin du monde.
L'idée que la fin du monde est pour bientôt a agité les années 1260. Il ne s'est rien passé, d'accord, mais à l'université de Paris, oui. Ils sont à couteau tiré. Les uns tombant à bras raccourcis sur cette interprétation prophétique de la pensée de Joachim de Flore, et les autres, enfin, les spirituels franciscains, essayant de maintenir leur point de vue. Ça a été absolument dramatique. Absolument dramatique. Le pape, en général, était déchiré parce qu'il aimait beaucoup les ordres mendiants, mais il ne pouvait pas soutenir les spirituels. Ça, c'était pas possible. Ces spirituels, ils vont être, on va les faire taire. Le ministre général de l'ordre franciscain, Jean de Parme, va être déposé. Bref, Bonaventure arrive. Bonaventure est un modéré, il calme le jeu, il ne veut pas entendre parler de Joachim de Flore et de l'interprétation prophétique de Joachim. Bon, le jeu se calme, mais le problème n'est pas résolu pour autant. Ces spirituels franciscains qui ne veulent rien entendre, continuent contre vents et marées à se battre, à provoquer, à critiquer le pape, etc. Et nous sommes au moment de l'affrontement entre Boniface VIII et le roi de France. Tout cela, vous voyez, est très complexe et tout à fait passionnant. C'est pas un jeu purement abstrait. Non, pas du tout. Ça s'inscrit dans une politique particulièrement lourde, particulièrement chargée, particulièrement scandaleuse. Qu'un pape soit souffleté, on en a parlé suffisamment, qu'un pape soit obligé de s'installer à Avignon parce qu'il ne peut plus rester à Rome, parce que l'épilogue, c'est ça. Au total, ces spirituels franciscains qui continuent à taper sur la table en disant c'est nous qui avons raison, vous allez voir ce que vous allez voir, qui continuent à contester le pouvoir pontifical, eh bien, on va les envoyer au bûcher. Voilà. Pas Boniface VIII, non, pas Clément V, que vous connaissez bien, mais le successeur de Clément V, Jean XXII, qui vient juste après la mort de Philippe le Bel, mais là encore, il ne faut pas couper le train sous prétexte que notre programme est fini avec la mort de Philippe le Bel. Jean XXII monte sur le trône d'Avignon en 1316, il va régner jusqu'en 1334. Il va faire arrêter un certain nombre de spirituels franciscains, beaucoup vont se cacher, ça c'est toute la thématique du nom de la rose d'Umberto Eco. Relisez-le et vous retrouverez ce que je vous dis. Il y a beaucoup de spirituels franciscains qui se cachent, notamment dans les monastères bénédictins. Bon, donc, notre pape Jean XXII, donc pape d'Avignon, pape français, tous ces papes sont français, vous le savez. Jean XXII va mettre en quelque sorte les franciscains au pied du mur, ou bien vous renoncez aux idées du règne de l'esprit, de l'avènement, de la troisième personne, de la Trinité, etc. Vous rentrez dans le rang, autrement dit, ou bien alors, on vous fait brûler. Les irréductibles, on les a fait brûler à Marseille, et les autres, ben, ils se sont cachés, ils sont partis se réfugier chez le pire ennemi du pape, qui est l'empereur, comme par hasard. Hein. Ils ont été excommuniés jusqu'à leur mort, ça ne leur a fait ni chaud ni froid, et ils ont continué à écrire des écrits assassins contre la papauté, contre voilà, et à soutenir en particulier l'idée que seuls les franciscains spirituels représentaient le véritable esprit, l'esprit qui souffle là où il veut, comme le dit l'Évangile. Bon, donc vous voyez que l'Université de Paris a connu bien des drames corporatistes, car la concurrence entre les mendiants et les maîtres séculiers a un aspect corporatiste, un peu mesquin, hein, d'accord, mais a connu aussi un aspect idéologique beaucoup plus grave, puisqu'il s'agit là, encore une fois, en quelque sorte de la philosophie de l'histoire, hein, et notamment de la prédiction de l'avenir et de la fin du monde. Bon, donc, eh ben, j'ai déjà dépassé le temps, j'ai pas eu le temps. Écoutez, puisque nous avons une séance supplémentaire, je continuerai la prochaine fois, parce que j'ai rien dit de... Non, j'ai prévu trop gros. C'est pas grave. Bon. Merci.
s'il y a des questions... Oui, madame. Pouvez-vous nous dire quelques mots des étudiants? Comment était-on admis à l'université? Comment étaient sanctionnées les études? Et en gros, quel était le statut? Eh bien, on ne sait pas tout, mais enfin, il y a eu d'excellents travaux. Si vous voulez une petite bibliographie, le meilleur sur la question, c'est sa thèse. Il a été mon collègue à Paris 4, c'est Jacques Verger. Jacques Verger a passé sa vie, en quelque sorte, à travailler sur les étudiants, le statut des étudiants. La plupart des étudiants proviennent de milieux relativement aisés. Vous vous en doutez. Encore que le système des bourses existe et que, vous l'avez vu, certains esprits particulièrement ouverts, charitables, se soucient d'ouvrir des collèges pour pouvoir leur fournir un lit, une table et acheter des livres parce que tout ça coûte cher. Bon, donc l'étudiant normal, s'il a de très hautes ambitions, et il faut de toute façon qu'il commence par le trivium. Comme je vous l'ai dit, le latin est obligatoire, donc il commence à acquérir parfaitement la langue latine, ensuite à acquérir les données considérées comme de base pour l'enseignement d'un honnête homme, la culture d'un honnête homme, ensuite il se spécialise et dans les disciplines que j'ai, tout dépend évidemment de ce qu'il veut faire dans la vie. S'il veut être médecin, il passera par l'école de médecine, enfin tout ça, vous voyez, ça ressemble assez à notre situation actuelle. Que vous dire encore sur les conditions de vie? Oui, ils ont laissé la réputation, à partir du XIIIe siècle, d'être pas facile à maîtriser. L'essentiel des examens, je vous l'ai dit, consiste à débattre de thèmes qu'on leur... c'est un peu comme à l'orgue, si vous voulez, quand on donne un thème à l'improvisateur, vous voyez, qui brode là-dessus. On opposera, par exemple, le professeur en théologie, pour voir la rapidité de réflexe, la sûreté de l'érudition de ses étudiants, leur demandera de débattre l'un contre l'autre. Ça s'appelle la disputatio, dispute, mais au sens de discussion. On a beaucoup de textes là-dessus parce que très souvent, il y a quelqu'un qui prend en note ce qu'il entend dire. Et puis le maître, après, leur dire, bah oui, mais là, vous voyez, vous avez votre thèse, c'était celle-là, vous avez mal, vous êtes allé un peu vite, vous avez oublié ça, etc. Donc, il leur apprend à raisonner. Et puis, il leur apprend aussi, et c'est l'essentiel même de l'enseignement, à lire. À lire, c'est-à-dire à commenter. Pour les études de théologie, on lit, on prend la Genèse, par exemple, on la lit et on essaie de voir s'il y a des sens cachés, les 4 sens de l'écriture. Bon, c'est donc, vous voyez, très complexe. Adam, chacun le sait, va être dépassé par le Christ, qui est le nouvel Adam, etc., etc. Donc, dans l'explication littérale, il faut la dépasser pour y chercher un enseignement moral, un enseignement allégorique, etc., etc. Donc, les explications de texte, lectio, ça s'appelle la lectio, la lecture, mais c'est une lecture commentée, joue un rôle absolument fondamental. Les théologiens, comme cela, embrassent tous les livres de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et donc ils savent l'écriture par cœur, hein, pratiquement. Bon, voilà, lectio, disputatio, et l'appréciation donc des étudiants se fait avec l'examen qui est fait par les maîtres, que ce soit les maîtres séculiers ou les ordres mendiants, encore une fois, qui se détestent cordialement. Au total, vous l'avez vu, il y a sur les 12 chaires de théologie, il y en a au moins 4 qui, dès les années 1240, appartiennent aux mendiants, aux franciscains et aux dominicains, les autres restant aux maîtres séculiers. Mais encore une fois, là, il a fallu plusieurs interventions pontificales pour calmer le jeu, pour essayer de réconcilier les uns et les autres. Voilà. Sinon, bon, réputation de mauvais garçons, très souvent, les étudiants, Villon, par exemple, vous voyez, au XVe siècle. Voilà.
quelques aperçus, mais encore une fois, si vous lisez Jacques Verger, vous y apprendrez beaucoup plus de choses que je ne peux vous en dire ici. Est-ce qu'il y a... Eh ben, quand vous entrez en faculté de théologie, vous avez 19 ans, quoi. Ça correspond à notre enseignement supérieur. Et quand vous entrez en médecine aussi, donc vous finissez vos études, pour les théologiens à 30 ans à peu près, puisque ça dure très très longtemps, ce sont vraiment de très très longues études. Les médecins qui sortent de l'université, bien entendu, aucune femme n'est admise dans aucune des universités, ça ne vous surprendra pas, bien entendu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en cet ordre d'idée? Oui, il faut bien distinguer les médecins et les chirurgiens. Les chirurgiens, on les appelle généralement des barbiers. C'est le même métier, vous le savez. C'est eux qui touchent et qui se salissent les mains avec le sang. Le médecin, il sait, ou il croit savoir, mais il ne touche pas. Il ne touche pas. Il ne touche jamais la femme, par exemple. Ce n'est pas un médecin qui accouchera une femme. Les femmes sont accouchées par des bonnes femmes, c'est-à-dire par ce que nous appelons des sages-femmes. Hein. Là, il faut bien distinguer ce savoir qui est un savoir abstrait, qui remonte au savoir grec, pratiquement, et qui est évidemment ce qu'il est, c'est-à-dire pas très fort. Vous savez, le corps humain est constitué de 4 éléments intouchables, qui sont des éléments purs, l'eau, l'air, la terre et le feu. Ah, bon. Donc, et les deux sexes se répartissent en fonction des 4 humeurs, des 4 éléments. Les femmes sont froides et humides, les hommes chauds et secs. Voilà, tout ça doit être combiné avec les 4 saisons, parce que ça dépend des saisons. Et tout ça agit sur les 4 humeurs fondamentales du corps, qui sont la bile jaune, la bile noire, le flegme et le sang. Mais tout ça se met en diagramme, et puisque nous avons une séance supplémentaire, je vous donnerai un diagramme pour voir cette répartition en fonction des sexes et des humeurs, des saisons, tout ce que vous voulez, et des orientations, l'est, ouest, le nord, le sud, parce que voilà, le nord, le froid, humide, la femme, etc. Et l'image terriblement négative que l'on se fait de la femme est due en particulier au fait que il n'y a pas de thermomètre médical pour mesurer la température. On ne sait pas que tout le monde est à 37. Il n'y a évidemment pas de... On ne peut pas mesurer la tension artérielle, rien du tout. Donc la femme a toujours froid et donc elle n'en a jamais assez de la présence masculine pour la réchauffer. Et c'est pour ça qu'elle est d'une sensualité absolument inassouvissable. Voilà, voilà. Et alors, bon, ça, si on part dans ce domaine que je connais particulièrement bien, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est pas triste, parce que c'est Aristote qui a triomphé, et il est passé dans Thomas d'Aquin, ça n'arrange pas les femmes. Aristote était persuadé que dans l'accouplement entre un homme et une femme, le fœtus, l'apparition des fœtus, seul l'homme apporte de la semence. La femme, c'est le terreau qui fait lever la semence. Ce qui pose un problème redoutable, c'est que, puisque c'est l'homme qui apporte la semence, il devrait y avoir que des garçons. S'il y a des femmes, c'est un accident. C'est un accident. Thomas d'Aquin le dit textuellement, la femme est un mal raté. C'est un accident de l'histoire de la génétique. Voilà. Alors, évidemment, ça ne nous... Mais c'est passionnant parce que les théologiens se sont demandé, et pour répondre, ils ont trouvé la réponse, si... Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Si Jésus ressemblait à sa mère, c'est pas possible. Puisque la mère n'apporte rien que le terreau. Il ne peut pas ressembler à sa mère. Donc, dans une représentation iconographique, on ne peut pas imaginer une ressemblance en disant « Oh, ils ont exactement les mêmes yeux ». C'est pas possible. Alors, à qui ressemble le Père? Dieu seul le sait.